Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les participants à l'ouvrage. Dominique Andolf Atto. Professeur des universités en sciences politiques. Université de Bourgogne. Courriel dominique.andolfato@u-bourgogne.fr. Abdelwahab Ait Razouk. Professeur de gestion à France Business School. Campus de Brest. Courriel abdelwahab.aitrazouk@france-bs.com. Laurence Bouvresse. Enseignante-chercheur en sciences de gestion. Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Courriel laurence.bouvresse@dauphine.fr. Jean-François Chanlat. Professeur des universités en sociologie. Université Paris-Dauphine. Courriel jean-françois.chanlat@dauphine.fr. Catherine Clément. Consultante en ressources humaines, juriste. Coach professionnel certifié ICN Business School. Courriel clément.cat@gmail.com. Paul Cousty. Consultant. Cabinet conseil à l'aide de soi, à Paris. Courriel paul@paulcousty.com. Nadia Geuraudl. Maître de conférences associé en sciences de gestion. Université de Lorraine. Courriel nadia.gero-latour@univ-lorraine.fr. Patrick Haïm. Professeur de gestion à France Business School. Campus de Poitiers. Courriel haïm.patrick@france-bs.com. Dominique Sartori. Maître de conférences en sciences de gestion. Université de Lorraine. Courriel dominique.sartori@univ-lorraine.fr. Introduction. Stress au travail. Une association de 3 mots qui a été lue, entendue et vécue par un grand nombre de nos contemporains et qui génère des questionnements multiples, des problématiques diverses et parfois même des solutions embryonnaires. C'est depuis près d'une dizaine d'années que ces termes se retrouvent régulièrement autour de nous. Notre espace personnel et professionnel est envahi par ces 3 mots qui nous interrogent. La sphère des journaux spécialisés n'est plus son unique domaine, car c'est surtout dans une presse grand public que l'on peut trouver des informations éloquentes et parfois très polémiques sur les derniers méfaits du stress en entreprise. Le stress au travail nous entoure, et chaque salarié a entendu parler de cette problématique et l'a même vécue au moins une fois. Tension, épuisement, burn-out, souffrance, dépression et parfois même suicide. Elle est devenue une partie intégrante de la vie professionnelle en ce début de XXIe siècle. Le stress est présent et fait partie intégrante de nos vies, nous stimule souvent mais nous fait également souffrir. C'est dans un monde en constante mutation et sujet à des accélérations fréquentes, que l'individu se heurte à des tensions tant physiques que mentales. Des horaires contraignants, des responsabilités fréquentes, des objectifs ambitieux, des tâches multiples, des conflits divers, sans parler de l'influence de la vie professionnelle sur notre vie privée qui elle aussi subit les méfaits du stress. Bref, l'homme du XXIe siècle évolue dans un monde fait de tensions qui l'amène de plus en plus souvent à un accroissement de ses capacités de résistance qui parfois se rompent, amenant les salariés dans des situations de souffrance qui nécessitent des prises en charge thérapeutiques particulières. Cette vie stressante est-elle le propre de l'évolution de notre société ? Est-elle liée à la mutation de nos organisations ? Est-elle le corollaire d'un monde en constant changement dans lequel l'individu a du mal à trouver sa place et sur lequel son désir de contrôle s'accroît ? Des questions multiples se posent qui nous amènent à nous interroger sur le rôle de l'organisation, de l'individu et des institutions dans la question épineuse du stress professionnel. L'organisation a évolué dans son fonctionnement, ses processus, sa vitesse, sa rentabilité. Elle a dû s'adapter à un monde concurrentiel en mutation constante, où le primat de l'économique et de la rentabilité est force de loi. L'individu a aussi changé, il a dû s'adapter dans son fonctionnement, ses connaissances, son mode de perception, ses représentations, ses savoir-faire. Ses capacités se sont accrues, il doit être plus productif, plus rentable, plus actif, mais ses ressources mentales et physiques ont-elles suivi ? La pression ressentie continuellement peut-elle devenir la règle en vigueur et instaurer une normalité ? Certainement pas, car à un moment, l'organisme atteint ses limites et se rompt.
C'est à ce moment que la souffrance apparaît, et que des aides doivent être apportées. Face à ce constat, ce sont les institutions qui doivent être interpellées au niveau de leur rôle et de leur responsabilité dans ce que certains appellent une nouvelle maladie professionnelle. En effet, les institutions sociales, médicales, syndicales, étatiques doivent avoir un rôle certain à jouer dans la question du stress professionnel, de son origine, son fonctionnement, sa neutralisation, voire sa diminution. On assiste aujourd'hui à la mise en lumière d'une cohorte de spécialistes du stress, acteurs de toutes sortes qu'ils soient consultants, médecins, psychologues, coachs, qui tentent d'intervenir dans ce débat afin pour chacun d'entre eux d'apporter un brin de compréhension et d'action en vue de diminuer les impacts négatifs du stress professionnel. Mais nous le savons tous, la question de l'origine et des remèdes au stress professionnel est complexe et multidimensionnelle. On ne peut identifier un ou deux stresseurs dans une organisation, agir dessus et solutionner le problème. La tension au travail a toujours existé. La souffrance au travail était sans doute bien plus rude au cours des siècles précédents, surtout dans les milieux industriels, mais la souffrance mentale, cette tension insidieuse à qui souvent on donne le nom générique de stress, était elle aussi présente. Sans doute mais d'une manière différente, car le monde social était bien différent également. Dans la question du stress, il y a celle de la société qui a changé, qui a évolué, qui s'est accélérée. Au même titre, l'homme dans son milieu a aussi changé, la famille a pris des tournures bien différentes, les réseaux sociaux réels se sont amoindris, le monde virtuel est apparu, les règles de fonctionnement au travail et en société ont changé. Bref, l'individu est bien différent de ses pairs d'antan. Et que dire des institutions qui ont aussi subi les aléas de ces mouvements multiples, en constante évolution. La question du stress au travail pose en fait de multiples questions d'ordre politique, social, économique, philosophique et spirituel. Tous ces aspects ne peuvent être traités dans cet ouvrage, et c'est uniquement certains traits de l'organisation, de l'individu et des institutions en lien avec le management des ressources humaines que nous allons aborder. Nous allons nous focaliser sur des points de réflexion précis, que nous allons développer progressivement à l'aide de différents éclairages organisationnels, sociologiques, psychologiques et managériaux. Le management des ressources humaines a quant à lui, subi de nombreuses évolutions depuis les 30 dernières années, en lien direct avec l'évolution des organisations, elles-mêmes tributaires de l'évolution économique. Dans cette optique, les ressources humaines ont dû faire face à de nombreuses adaptations tant dans leur mode de fonctionnement que dans l'amélioration de leurs processus, ceci pour répondre toujours de manière optimale à une forte demande interne des organisations en constante évolution. Depuis une vingtaine d'années, les ressources humaines et le management en général sont confrontés à la problématique nouvelle qu'est la santé mentale et la souffrance psychique au travail, plus communément appelée stress au travail. S'inscrivant dans la sphère de la santé au travail au sens large qui elle-même a subi une forte évolution tant de ses problématiques diverses, que dans sa prise en compte par les organisations, c'est plus dans une optique de santé et de sécurité physique dans le monde professionnel que des actions institutionnelles ont été menées, dans un premier temps. Par la suite et face à des acteurs sociaux se penchant plus précisément sur la santé mentale et le bien-être au travail, cette question a pris de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, de nombreux débats se déroulent autour de la problématique des risques psychosociaux, RPS, au sens large qui inclut la question du stress au travail. De manière générale, le stress rend compte d'un processus de défense de l'individu face à tout élément perturbateur de l'environnement de vie, qui permet à ce dernier d'élaborer spontanément une stratégie d'adaptation. Il devient pathologique lorsque les facultés d'adaptation du sujet deviennent inopérantes en raison d'un dépassement des ressources adaptatives. Si les domaines dans lesquels il s'exprime sont extrêmement variés, c'est le monde du travail qui reflète au mieux l'actualité du phénomène. Un ajustement défectueux entre un salarié et son environnement professionnel peut en effet générer une source de stress, qui, si elle se révèle chronique, deviendra pernicieuse pour l'individu. La littérature scientifique, les faits et la vie des organisations relayées par la presse notamment, soulignent que le stress au travail devient une source de préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises. En effet, ce phénomène affecte l'ensemble des pays industrialisés, et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail rapporte en 2005 que le stress affecte 23% de la population européenne active.
En 2009, on constate que ce chiffre s'accentue grandement. Selon l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, EUOSHA, le stress est le deuxième problème de santé le plus répandu dans le monde du travail. Économiquement, le stress représente également un coût important. En 2002, son coût économique annuel dans l'Union européenne a été estimé à 20 milliards d'euros par an. Selon une étude menée par l'INRS, l'estimation du coût social du stress professionnel en France en 2007 est de 2 à 3 milliards d'euros et ce chiffre s'accentue aujourd'hui. Ces chiffres, qui intègrent les dépenses de soins liées à l'absentéisme, aux cessations d'activité et aux décès prématurés, constituent une évaluation à minima, car les coûts indirects du stress sur l'absentéisme notamment ou la perte de compétences sont également à prendre en considération. Les causes du stress au travail sont nombreuses. Selon le sondage ANACT-CSA 2009, on retrouve comme raison majeure l'organisation dans le travail à 40%, dont la surcharge de travail pour 36% d'entre elles, le souci d'optimisation constante de la performance et les problématiques managériales associées. De manière additionnelle, les transformations macroéconomiques, l'évolution structurelle des emplois, une logique de service, une quasi-disparition des métiers de l'artisanat qui étaient porteurs de sens pour les individus et l'expansion rapide des nouvelles technologies d'information et de communication sont des facteurs explicatifs complémentaires. Précisons toutefois qu'au-delà de cette vision globale, les causes du stress sont complexes car à la fois fonction du secteur d'activité, de l'entreprise et de ses acteurs. Au niveau des conséquences sur la santé, 37% des salariés ressentent une fatigue importante, 29% se disent victimes de tensions musculaires et 44% des salariés stressés souffrent de troubles du sommeil et d'anxiété. Le stress occasionné par le travail est l'un des principaux défis que doivent relever les acteurs politiques, économiques et médicaux en matière de santé et de sécurité en Europe. De manière plus précise, les facteurs du stress professionnel peuvent être cartographiés selon 3 axes, les facteurs liés à la tâche, les facteurs liés au contexte de l'entreprise et les facteurs liés aux relations interpersonnelles. Cette configuration orientée vers la productivité associée à de mauvaises conditions de travail peut être lourde de conséquences à la fois sur la santé physique et psychique du salarié et sur la performance de l'entreprise. Le stress permanent au travail génère en effet des troubles psycho-émotionnels, des maladies psychosomatiques et des troubles comportementaux qui se répercutent à leur tour sous la forme de symptômes organisationnels tels l'absentéisme, la baisse de la motivation et la perte de compétences. Compte tenu des enjeux économiques et stratégiques qu'ils soulèvent pour les entreprises, les ressources humaines doivent mobiliser leur attention sur cette question afin de trouver avec les différents acteurs de cette problématique des solutions opérationnelles rapides et efficaces. Comment les ressources humaines peuvent-elles agir de manière efficace face à cette problématique ? Tel est l'enjeu de cet ouvrage, qui a pour objectif de permettre aux acteurs des ressources humaines de mieux cerner cette problématique complexe, et de fournir une lecture à différents niveaux basée sur une logique d'acteurs mettant en interaction l'organisation, l'individu et les institutions. En effet, il est impératif de comprendre comment l'organisation dans son fonctionnement génère cette pathologie sociale et comment elle peut y faire face. De même, il est impératif de bien cerner les effets du stress sur l'individu et de comprendre si ce dernier peut mettre en place des stratégies d'adaptation individuelle pour s'armer et se défendre face à cette problématique. Enfin, il est clair qu'un certain nombre d'acteurs gravitent autour de cette question centrale et il convient de bien les identifier et de voir comment ils peuvent travailler ensemble afin d'offrir aux ressources humaines, à l'organisation et à ses salariés des solutions efficaces dans un esprit de partenariat, d'ouverture et de construction. Pour atteindre un tel objectif, nous avons choisi de proposer une dialectique entre des experts reconnus dans ces 3 logiques d'action, organisationnelle, individuelle et institutionnelle, qui vont présenter chacun leur regard sur les dimensions théoriques et pratiques du stress professionnel. Plus précisément, après avoir détaillé la problématique de l'ouvrage dans le cadre d'un chapitre introductif, M. Bayad, en la situant dans le champ organisationnel et sociétal en mettant en lumière les principaux éléments de cette question du stress au travail et de ses logiques d'intervention, nous présenterons l'articulation dialectique de cet ouvrage sur la base de 3 dimensions du stress, organisation, individu et institution, soulignant ainsi l'interaction de ces 3 niveaux clés. Ensuite,
Nous déclinerons ces 3 dimensions en faisant appel à des ressources spécialisées dans ces domaines. Dans une première partie, le chapitre 1 Logique organisationnelle présentera la question du stress dans les organisations, M. Bayad, d'un point de vue macroscopique en précisant en quoi l'organisation dans son fonctionnement et ses processus est génératrice de stress face aux impératifs de performance et de production qui bien souvent vont à l'encontre d'une logique de bien-être au travail. Le chapitre 2, Logique individuelle, présentera l'état de l'art en matière de prise en charge thérapeutique individuelle face au stress au travail, Sebergmans, en soulignant les 3 types d'interventions, primaire, secondaire et tertiaire, identifiés à ce jour pouvant aider le salarié à faire face à cette question. Ce chapitre présentera une approche nouvelle et prometteuse basée sur les thérapies cognitives et comportementales, la pleine conscience, mindfulness. Enfin, le chapitre 3, Logique institutionnelle, présentera les apports et les interventions des forces syndicales, des Andolfato, face à cette question et son rôle potentiel en tant que force de proposition face aux dirigeants des organisations. Dans une seconde partie, le chapitre 4, J.F. Chanla et al. Va, dans une lignée d'études de cas, se focaliser sur la question de la gestion du stress chez des salariés en relation service-client en mettant en exergue le poids des modes de management. Le chapitre 5, M. Bayad et Sebergmans, s'attache à présenter différentes interventions à l'aide de cas d'entreprise illustrant les usages et pratiques actuels que les décideurs mettent en action pour lutter contre le stress au travail et développer des organisations où il fait bon travailler. Autrement dit, il s'agit d'explorer comment l'organisation dans son fonctionnement et sa structure fait face au stress et comment elle peut gérer l'articulation entre performance et santé psychique. Le chapitre 6, C'est Clément, fait un état des lieux des aspects juridiques et de la jurisprudence sur la question du stress et soulignera la responsabilité sociale des entreprises en lien avec les différents apports politiques des 2 dernières années. En dernier lieu, le chapitre conclusif, De Sartori, Pecousti et Ngero Latour, présentera dans une optique prospective la manière dont les ressources humaines peuvent faire face à cette problématique en insistant sur l'antagonisme, peut-être moins probant, entre les logiques de performance et les logiques de bien-être au travail. L'accent sera également mis sur les dimensions sociétales et identitaires qui sont génératrices de sens au travail, ainsi que sur les nouveaux rôles de la GRH. La question du stress au travail interroge aujourd'hui l'organisation, l'individu et les principaux acteurs de la société politique notamment, et elle est prépondérante dans le futur fonctionnement du salarié face à son environnement personnel et professionnel. Elle nous interpelle aussi sur le rôle et le sens attribués au travail, et remet en question cette valeur fondamentale et structurante de notre société qui aujourd'hui évolue vers des directions indéterminées. Le management des ressources humaines a un véritable rôle à jouer en termes de vecteur de sens et de guide, face à des salariés perdus et désabusés. Les RPS font malheureusement, aujourd'hui partie intégrante du monde du travail. Ils peuvent être définis comme un ensemble de facteurs susceptibles de porter atteinte à la santé mentale, voire à l'intégrité physique des personnes au travail. L'expression même de risque psychosocial est encore mal définie. Traiter des RPS est aussi d'une certaine complexité pour les entreprises. Les causes et les effets interagissent constamment, la sphère privée vient déborder sur la sphère professionnelle et inversement. Des éléments subjectifs y sont fortement présents. Suite à ces constats, il semble légitime de s'interroger sur les méthodes et les actions qu'il conviendrait de mettre en œuvre au sein des organisations pour diminuer autant que possible les stress professionnels et minimiser leurs effets néfastes sur la santé du personnel. Chapitre introductif, la santé mentale au travail. Enjeux majeurs actuels et fléaux futurs. Mohamed Bayad. Introduction. Le stress au travail est devenu une question de grande actualité au cours de la dernière décennie, et ce tant au niveau international que national. Compte tenu de la valeur du travail dans la société moderne et les changements qui affectent la nature même du travail, il n'est pas surprenant que le stress au travail soit en augmentation ou du moins plus visible. La mondialisation de l'économie et l'accélération des mutations technologiques font que les organisations fonctionnent aujourd'hui dans des cultures de flexibilité, de performance et de compétitivité. Les impératifs économiques et la nécessité de conserver un avantage concurrentiel conduisent à des restructurations rapides où les effectifs sont constamment réduits.
Les fusions sont devenues le maître mot dans les discours stratégiques des dirigeants, car la plus grande taille des organisations est synonyme de compétitivité et d'excellence. Dans ce contexte, le changement est la seule constante. De fait, les transformations qui affectent la valeur et la nature du travail ont ouvert la voie à une augmentation alarmante des statistiques relatives au stress chronique en milieu professionnel. Auparavant, le stress était principalement associé à des expériences de traumatisme ou d'événements critiques dans certaines professions à risque, police, prison, professionnels de santé. Aujourd'hui, le nombre de plaintes augmente régulièrement et la cause déclarée de ces revendications s'est éloignée du stress post-traumatique aux maladies chroniques. Bien que les coûts soient difficilement quantifiables, le stress au travail crée d'énormes coûts pour les individus, les organisations et la société, tant en termes financiers qu'en termes humains. This chapter is devoted to an overview of the main approaches to the modern investigation of occupational stress. Aussi, afin d'éclairer ces constats et poser les jalons de cet ouvrage sur le stress professionnel et les ressources humaines, RH, ce premier chapitre introductif est consacré à une synthèse des principales approches du stress professionnel. In discussing these approaches, échaluse the notion of occupational stress à a generic term subsume many relevant concepts which coexist in the literature, such as work stress, job stress, professional stress, operator stress, and managerial stress. Il est ordonné selon la structure retenue pour cet ouvrage, à savoir une lecture à différents niveaux basée sur une logique d'acteurs mettant en interaction l'organisation, l'individu et les acteurs institutionnels. Figure 1.1 Le triptyque du stress professionnel. En effet, il est impératif de bien cerner les vulnérabilités au stress de la personne et de comprendre si ce dernier peut mettre en place des stratégies d'adaptation individuelle pour s'armer et se défendre face à cette problématique, voire CHAP. 2. De même, il est impératif de comprendre comment l'organisation dans son fonctionnement génère cette pathologie sociale, voire CHAP. 1 et 4, et comment elle peut y faire face, voire CHAP. 5. Enfin, il est clair qu'un certain nombre d'acteurs institutionnels gravitent autour de cette question centrale et il convient de bien les identifier, voire CHAP. 3 et 6. Néanmoins, pour bien comprendre le phénomène du stress au travail, il est d'abord nécessaire de le situer dans son contexte global, de le définir et d'en mesurer les conséquences en termes de santé. En effet, tension, frustration, crainte, soucis, conflits, anxiété sont devenus des mots quotidiennement utilisés et ce pour 3 raisons. L'entreprise, l'individu et la société. Les complexités de l'entreprise, les mesquineries administratives, les pressions sociales, les luttes intestines, les structures bureaucratiques peu adéquates, les styles de management peu portés à s'adapter, les luttes pour le pouvoir, la défense des droits territoriaux, les distances sociales accrues, la formalisation et le contrôle à l'excès, les données informatiques fastidieuses, la concurrence, la course à l'avancement, les critères de promotion mal définis, les échéances rapprochées, les restrictions budgétaires, les postes médiocrement conçus, la perte de la sécurité d'emploi, l'alourdissement des charges de travail et les méthodes de production impersonnelles constituent les terrains fertiles du stress au travail. L'individu de la modernité apporte aussi sa propre contribution. Des espoirs peu réalistes, des aspirations déraisonnables, des obstacles à l'avancement de la carrière, une conception faussée du succès, une attitude défaitiste, des habitudes négatives, des problèmes financiers, une position mal acceptée, l'absence de vraies priorités, le conflit entre le travail et la famille, le vieillissement, l'absence de but dans la vie, un code moral élastique, un comportement maniaque dans le travail, l'incapacité à se projeter professionnellement individualisme, le besoin de visibilité, la centration sur soi et les problèmes qui remontent à l'enfance forment les ingrédients qui fertilisent le terrain du stress au travail. Enfin, il faut reconnaître que la société ne nous aide pas. Les modèles sont contradictoires. La socialité de l'autonomie bouscule le collectif. Une éthique confuse rend les individus perplexes. Les principes du lien social sont flous. Le relativisme régit les systèmes de valeurs. Le narcissisme est la norme. Le groupe se fragmente lorsqu'il s'agit de mener une action conséquente. Les démarcations entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit sont floues. Le consensus brille par son absence. Les numérateurs abondent, mais le dénominateur commun est souvent absent. La combinaison des 3 facteurs de stress peut rendre la vie intolérable à un moment ou à un autre.
Figure 1.2 Une approche systémique du stress professionnel. 1. Stress au travail, une notion qui a besoin de cadrage. 1.1 Un regard sociétal sur la santé mentale au travail. Toute discussion sur le stress au travail doit éviter de donner l'impression que le travail est dangereux, psychologiquement, et que l'activité professionnelle est intrinsèquement stressante. En effet, la contribution du travail à la qualité de vie et à la santé de la personne est bien reconnue. Le travail fait partie intégrante de l'existence humaine. Les recherches les plus récentes montrent que le travail est une dimension fondamentale du processus de développement de l'identité et l'estime de soi. Le travail joue donc un rôle majeur dans la vie des individus et exerce une influence importante sur leur sentiment de bien-être. Il fournit un moyen par lequel les individus s'identifient à la société. Pour l'individu, l'identité est une fonction de son rôle social, en particulier celui associé à sa profession. En effet, pour de nombreux individus, la perte d'un emploi est associée à des réactions extrêmement négatives comme la détresse psychologique ou physiologique, la perte de contacts sociaux voire le suicide. Si le travail est une façon de produire et de reproduire notre identité et notre place sociale, il n'est pas surprenant qu'il soit une source potentielle de stress et il n'en demeure pas moins tributaire de la socialité, relation individu-société, du sens du travail, relation individu-entreprise et de la responsabilité sociale de l'entreprise, relation entreprise-société. Nous développerons uniquement le point sur la socialité car c'est celui qui interpelle fortement, aujourd'hui, notre regard sur la santé mentale au travail. La socialité relève de la nécessité humaine à créer des liens sociaux indispensables aux individus et aux groupes, pour vivre en ensemble stable et fonctionnel. La socialité relève de conventions ou usages qui servent d'encadrement mais aussi donnent des raisons d'agir qui débordent le cadre des choix rationnels usuels, et orientent les décisions parce qu'il devient logique dominante. Pour Ehrenberg, 1995-2010, les questions de la socialité et de la santé mentale font aujourd'hui que nous sommes confrontés à un changement global de la relation individu-société, des conceptions que nous avons de chacun en tant que membre d'une société, qui résulte du basculement d'une référence au collectif à une référence à l'autonomie des individus. La médecine mentale est un des points majeurs de cristallisation de ces questions, via sa redéfinition par la souffrance psychique et la santé mentale. Il faudrait montrer ici comment le fait de justifier nos manières d'être et nos manières de faire, nos actions, dans les termes de l'autonomie, est l'élément permettant de décrire de multiples problèmes en termes de souffrance psychique et de santé mentale. Aussi, la souffrance psychique et la santé mentale semblent être intimement liées à l'individualisme contemporain. De ce point de vue, la santé mentale peut apparaître comme le résultat d'une transformation des rapports entre maladie, santé et socialisation. C'est ainsi que pour Ehrenberg, il est nécessaire de porter l'attention à la fois vers le pathologique et vers la normalité. Du côté du pôle pathologique, la santé mentale est un problème de réforme de la psychiatrie et de transformation de la conception du patient et de la pathologie partant du déplacement de la maladie mentale à la santé mentale. La maladie mentale est désormais un aspect de la santé mentale et parallèlement la notion de santé mentale travaille la maladie mentale elle-même. Le fou à enfermer n'est plus qu'un élément dans un ensemble plus vaste qu'il a englobé, celui du citoyen en difficulté Q'. Il faut soutenir, mais aussi réprimer, contenir autrement qu'on ne le faisait avec le fou, et qui doit être l'acteur de sa maladie. La signification est qu'il faut prendre en charge moins des maladies que le patient considéré comme un tout sur sa trajectoire de vie, ce qui implique une reformulation du rapport maladie-santé, par la socialisation. Du côté du pôle de la normalité, autrement dit, il s'agirait de comprendre la trame signifiante dans laquelle baignent la santé mentale et la souffrance psychique. La question mentale est l'expression de l'élargissement des frontières de soi et de l'augmentation de la responsabilité individuelle qui lui est liée. On les voit tant dans le développement personnel ou le counseling, côté psychothérapie, que dans le dopage, notion qui a brouillé les frontières entre drogues illicites et médicaments psychotropes, côté pharmacothérapie. Psychothérapie et pharmacothérapie sont des moyens de démultiplication de nos capacités à décider et à agir, capacité indispensable au maintien dans la socialité dans un tel contexte.
Cette socialité mesurée à l'aune de l'autonomie s'incarne dans la figure de l'individu performant, tenu de se construire lui-même comme l'entrepreneur de sa propre vie et dont l'individu fragile et vulnérable est l'ombre portée. La transformation indéfinie de soi est alors au centre de nos idéaux, mais elle est en même temps le ressort des incertitudes soulevées par la relation normale pathologique. De là découle une représentation de l'individu sans limite, le nouvel individualisme, cause de tous les maux de l'homme contemporain. C'est ainsi qu'il faut rappeler que la réflexion et l'action au regard de la santé mentale au travail sont largement entachées par une idéologie qui rend l'individu seul responsable de son bien-être psychologique dans la sphère du travail. Pour certains chercheurs, on assiste ainsi à un effritement des rapports sociaux où l'individu est de plus en plus invité à une satisfaction réduite, de manière importante, à la consommation. L'individu est de plus en plus traité comme homo economicus, homo rationalis, mais peu comme homo credens, homme de croyance, habité par des affects, des désirs, des passions qui le relient à l'autre dans des rapports d'échange, de solidarité. Il y a, il est vrai, tout un discours à la mode qui peut faire illusion si on l'entend au premier degré, c'est-à-dire qu'il est porteur en apparence d'un désir d'intégrer aux rapports sociaux la dimension humaine plus près de la vie affective. Penser à soi, prendre soin de soi, vivre sa vie, être à l'écoute de ses besoins. Ce n'est donc pas parce que les choses semblent plus personnelles aujourd'hui qu'elles sont pour autant moins sociales, moins institutionnelles ou moins politiques. Induite par les sociétés individualistes contemporaines, l'incitation, davantage, l'injonction à l'exhibition répétée de soi se révélerait avec acuité dans une fragmentation, un morcellement spécifique du moi. La fragmentation par la visibilité renforcerait une série d'oppositions entre l'utile et l'inutile, l'existence et l'inexistence, le légitime et l'illégitime, le signifiant et l'insignifiant, l'important et l'accessoire, l'essentiel et le superflu, le stable et l'instable, le continu et le discontinu, l'inclus et l'exclu. Cette exhibition continue de soi provoquerait des effets psychiques, psychologiques, de division des individus en chacun et entre eux, conduisant alors à des formes de concurrence exacerbées. Aussi, parler, énoncer, réfléchir sur l'influence des facteurs sociaux sur la santé mentale au travail n'est recevable que depuis peu, aussi bien par la communauté scientifique et les entreprises que par les syndicats eux-mêmes. Si à la suite de recherches, de conflits, de lois en matière de santé et de sécurité au travail, on a dépassé la vision individualisante des problèmes de santé physique au travail, la preuve, aux yeux de plusieurs, reste encore à faire en ce qui concerne la santé mentale au travail, voire CHAP conclusif. 1.2 Des éléments de définition du stress au travail. Il est important de souligner que tout stress n'est pas automatiquement négatif ou mauvais. Il est aussi à noter que dans ses travaux fondateurs sur le stress, Hans Selye, 1956-1974, a mis en évidence deux types d'effets, à savoir le bon stress ou le stress souhaitable, eustress, et le mauvais stress ou le stress indésirable, détresse. Le stress est agréable, ou moins difficile à vivre, et peut produire des effets positifs en termes de productivité et de créativité. Naturellement, sans ce type de stimuli positif, la vie peut devenir stressante. En revanche, la détresse est évidente lorsqu'une personne se perçoit elle-même comme n'ayant aucune capacité à contrôler un événement stressant. La détresse est ainsi susceptible d'entraîner une perte de productivité et une baisse du niveau global de bien-être. Bien que chacun d'entre nous réponde au stress, les réactions varient énormément selon les personnes. Au niveau physiologique, par exemple, lorsqu'elles sont confrontées à un stress majeur, certaines personnes ressentent une augmentation rapide du rythme cardiaque tandis que d'autres se sentent l'estomac noué ou subissent des céphalées. Il est nécessaire de rappeler que le stress fait partie intégrante de la vie quotidienne et ne peut simplement pas être évité. Les personnes rencontrent des stimuli stressants plusieurs fois par jour dans leur vie personnelle, dans leurs relations sociales et bien entendu sur leur lieu de travail. Malgré les recherches en cours et l'intérêt croissant des chercheurs pour préciser la notion de stress au travail, il apparaît encore un manque de consensus sur sa définition. Cette dernière reste néanmoins problématique car le stress est un terme qui est utilisé de différentes façons aujourd'hui. Le plus souvent dans le langage courant, le terme stress est utilisé pour désigner une réponse ou une réaction négative à une situation contraignante.
Le dictionnaire Petit Robert définit le stress comme la réponse de l'organisme aux facteurs d'agression physiologique et psychologique, ainsi qu'aux émotions qui nécessitent une adaptation. Dans la littérature de recherche, ce type de stress représente une variable de résultat et correspond à la description des conséquences de l'exposition à une situation contraignante: abattement, agressivité, angoisse, tension, tristesse, trouble. La deuxième utilisation importante est en relation directe avec les exigences réelles qui sont placées sur les personnes. D'après la définition du Petit Larousse, le mot stress vient du latin stringere, signifiant tendu de façon raide. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, stress signifie un état de détresse physique et psychique en rapport avec l'oppression ou la dureté de la vie, les privations, l'adversité. Par la suite, on entend stress plutôt comme une force, une pression, une forte influence agissant sur un objet physique ou une personne, c'est-à-dire sur le plan physique ou physiologique. Dans le cadre de la recherche académique, ces forces et ces pressions sont généralement appelées facteurs de stress, sources de stress ou stresseurs. Dans la lignée des travaux de recherche de Folkman et Lazarus, 1984, le dernier usage du terme, qui est le plus reconnu, concerne le stress vu comme un processus. Cette approche tient compte du fait que le stress est un concept aux multiples dimensions tant par sa nature dynamique que par l'interaction d'un grand nombre de facteurs contributifs. Pour un nombre important de chercheurs, le stress apparaît lorsque la personne perçoit que les demandes de l'environnement sont en excès par rapport à ses capacités et aux ressources dont elle dispose. Hans Selye décrit aussi le stress comme un déséquilibre entre les ressources et les demandes qui sont faites à la personne. Le caractère récursif et cyclique est aussi reconnu au stress. En effet, les effets psychosociaux et physiques immédiats du processus de stress ont le potentiel d'influencer les effets futurs, en devenant des facteurs de stress supplémentaires ou en réduisant les capacités et les ressources dont dispose la personne. Par conséquent, le stress apparaît de plus en plus comme un processus évolutif et circulaire, une proposition qui soulève des implications importantes pour la recherche et la pratique. Dans la lignée des recherches sur le stress vu comme un processus, le stress au travail est souvent décrit comme le résultat de l'incompatibilité entre la personne et son milieu de travail. Une définition plus spécifique a été fournie par l'Institut national pour la sécurité et la santé aux États-Unis, NIOSH. Le stress au travail y est considéré comme un ensemble de réponses physiques et émotionnelles nuisibles, qui se produisent lorsque les exigences de l'emploi ne correspondent pas aux capacités, aux ressources ou aux besoins de l'employé. Cette définition fait écho à celle de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, OSHA, pour qui le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes imposées par son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. La conceptualisation proposée par des auteurs comme Lazarus va en ce sens puisqu'il considère que le stress professionnel est un processus impliquant une transaction entre un individu et son environnement de travail. La réponse du salarié, en termes de stress au travail, peut être alors psychologique, physique ou les deux. La réponse est habituellement classée comme relevant soit d'un stress aigu, soit d'un stress post-traumatique ou encore d'un stress chronique. Les types de stress. Stress aigu. Le stress aigu relève d'une apparition soudaine liée à une réponse généralement rapide, à un brusque événement dont il est facile d'identifier la cause. La réponse d'une personne à une situation de stress aigu est associée à un état d'excitation ou d'anxiété qui va rapidement grimper pour ensuite diminuer. À titre d'exemple, une personne peut éprouver un stress aigu en réponse à des situations négatives, telles qu'un abus évident de pouvoir hiérarchique, des conflits au travail avec un client ou un collègue, une prise de fonction dans un nouveau poste, l'introduction de nouvelles procédures dans l'organisation ou encore l'attente de renouvellement d'un contrat. Dans cette phase de stress aigu, l'excitation ou l'anxiété accrue peut produire des réactions physiologiques telles que la bouche sèche, des palpitations cardiaques ou des problèmes cognitifs. Pour la majorité des personnes qui éprouvent une réaction de stress aigu, le retour à la vie normale est attendu dans un laps de temps assez court. Stress post-traumatique. Lorsque des événements sur le lieu de travail sont très difficiles humainement voire mortels, militaires, policiers, pompiers, ambulanciers, surveillants de prison, une autre forme de stress peut se révéler. Il s'agit du stress post-traumatique.
Les troubles du stress post-traumatique sont des réponses retardées et ou différées à un événement terriblement stressant. Cet événement prend la forme d'une menace ou d'une pression lourde, qui a le potentiel de causer une anxiété et une détresse omniprésente. Cette réponse à l'événement stressant est généralement implacable. Si l'anxiété et la dépression sont souvent associées au stress post-traumatique, les idées suicidaires ne sont pas peu fréquentes. D'autres effets sont fréquemment cités en matière de stress post-traumatique comme les troubles de panique, les troubles de forme antisociale, la toxicomanie et l'agoraphobie. Stress chronique. Le stress chronique est une réaction à l'accumulation continue des pressions sur une longue période. Ce type de réponse tend à commencer lentement et s'installe graduellement. Le stress chronique est ainsi défini comme une réaction interne soutenue, lorsque la capacité d'adaptation à des contraintes extérieures est limitée. Le stress chronique se manifeste habituellement à travers différents symptômes physiques et ou psychologiques comme l'hypertension, les troubles du sommeil, les maladies coronariennes, le retrait ou encore la dépression. En s'installant dans la durée, le stress chronique peut aussi conduire à un affaiblissement du système immunitaire. En effet, il n'est pas inhabituel qu'une personne éprouve les symptômes d'une maladie prolongée en ignorant que le stress chronique en est la cause. Il est admis que les tracas quotidiens et les conflits répétés au travail font que l'adversité est un facteur aussi important que les incidents traumatisants dans le cas du stress aigu. 1.3 Un impact considérable du stress au travail. L'impact du stress au travail sur la santé des salariés, son coût pour l'entreprise et pour la société sont désormais une évidence qu'il s'agit ici de rappeler. Les conséquences sur la santé de l'individu. Le fait d'être débordé sur une courte période n'est pas grave, la situation devient toxique pour l'individu lorsqu'elle se prolonge. Les effets vont augmenter et se cumuler pour conduire à la rupture. On peut classer les conséquences du stress en 3 catégories liées entre elles. Les conséquences psychologiques. Augmentation des troubles anxieux. Augmentation des troubles dépressifs. Augmentation des épisodes de détresse psychologique. Les conséquences comportementales. Augmentation de l'agressivité. Augmentation du repli sur soi. Augmentation de la prise de drogue et d'alcool. Augmentation de la désorganisation. Diminution des capacités de concentration et de mémorisation. Diminution des capacités de prise de décision. Les conséquences physiques. Augmentation des problèmes de dos. Augmentation des maladies cardiovasculaires. Perturbation du système immunitaire. Augmentation des troubles musculo-squelettiques. Les conséquences les plus importantes d'un stress élevé et chronique concernent l'apparition de troubles anxieux et ou dépressifs. L'anxiété pathologique se traduit par une tension physique associée à des perceptions de peur, des soucis excessifs, et prend parfois la forme de crises d'angoisse. Sur le plan comportemental, elle se manifeste par des inhibitions, un évitement des situations anxiogènes et une hyperactivité inefficace. Elle peut aussi conduire à des blocages intellectuels. La dépression est un état associant depuis au moins 2 semaines, tristesse, perte d'envie, de plaisir, des troubles du comportement alimentaire et une vision de soi négative. Elle induit un ralentissement physique et intellectuel, source de fatigue et de découragement, ainsi que de troubles du sommeil. Lorsque le stress aigu se prolonge, le lien entre la personne et son travail devient de plus en plus négatif, conduisant progressivement à des troubles psychologiques. On peut distinguer 3 phases d'atteinte à la santé, chaque phase dure en moyenne de 3 à 5 ans, si rien n'est fait l'individu passe à la phase suivante. Les phases sont détaillées dans l'illustration ci-dessous. Source: Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé CRECES-UQAM. Figure 1.3, la dynamique du stress individuel. Plusieurs études au cours des 20 dernières années ont souligné la participation du stress, comme facteur de risque, dans l'étiologie de certaines maladies. En effet, les chercheurs ont constaté que la personne qui subit un stress prolongé ou chronique peut potentiellement être victime d'hypertension artérielle, de maladies du cœur, de cirrhose du foie, d'ulcères ou de cancer. De toute évidence, le maintien de la personne dans des situations stressantes augmente la probabilité d'usure des systèmes biologiques.
Le stress apparaît donc comme la cause d'une gamme variée de résultats négatifs sur la santé, qui ne touchent pas seulement l'individu, mais aussi l'entreprise et la société en général. Les conséquences pour la santé organisationnelle et la santé publique. L'inefficacité à réduire les facteurs de stress professionnel coûte cher à l'organisation. Coûts visibles, coûts cachés, risques économiques et juridiques. Le stress est à l'origine de 50% à 60% de l'absentéisme en Europe. Les études publiées en 2002 par la Commission européenne évaluent les pertes liées au stress au travail à 20 milliards d'euros. Mais cela coûte également très cher pour la société selon l'INRS. Figure 1.4 Les coûts du stress professionnel en France, INRS 2000. En France, une étude réalisée par l'INRS en 2000 estime que les coûts directs et indirects du stress peuvent être évalués entre 830 et 1656 millions d'euros par an, c'est-à-dire l'équivalent de 10 à 20% du budget de la branche accident du travail maladie professionnelle de la sécurité sociale. Une nouvelle étude de l'INRS en 2007 estime que le coût est en fait de 2 à 3 milliards d'euros en France. Ces chiffres, qui intègrent les dépenses de soins, celles liées à l'absentéisme, aux cessations d'activité et aux décès prématurés, constituent une évaluation a minima. Les coûts réels du stress sont vraisemblablement nettement supérieurs selon les auteurs. En effet, les conséquences organisationnelles non quantifiables sont nombreuses. Diminution de l'engagement vis-à-vis de l'entreprise, diminution de la créativité dans le travail, diminution de la solidarité vis-à-vis des collègues, diminution de la vigilance dans le travail, augmentation des risques d'accident, et augmentation de l'intention de quitter l'entreprise entre autres. La mesure du coût du stress ne prend donc en compte qu'un aspect quantifiable qui est celui de l'absentéisme, car les autres coûts sont très difficiles à mesurer. Il est démontré que l'incidence du stress au travail est plus grande que celle indiquée par les statistiques disponibles, non seulement en raison de la faiblesse des statistiques, mais aussi parce que les réclamations ne représentent qu'une petite proportion de l'incidence réelle du stress au travail. Les recherches internationales démontrent aussi clairement que le stress est également relié au désengagement des collaborateurs. Le désengagement se manifeste par le fait que le salarié va chercher un travail ailleurs, et dans ce cas les meilleurs finiront par partir, moins de compétences dans l'organisation. Il semble que les talents d'aujourd'hui et de demain feront de plus en plus leur choix de carrière sur la capacité de l'entreprise à leur apporter santé et bien-être au travail. Le bien-être des salariés apparaît donc comme nécessaire à l'attractivité de l'organisation. Les salariés moins employables vont faire du présentéisme, venir travailler sans être efficaces, ils ne resteront que pour s'assurer une sécurité financière, et en général le management passera beaucoup de temps et d'énergie à recadrer la personne afin que le travail soit fait correctement. La recherche montre que cette situation de présentéisme peut réduire la productivité de 33%. Les études sur la santé professionnelle démontrent que la limitation d'un seul facteur de risque augmente la productivité de 9% et diminue l'absentéisme de 2%, Pelletier et al., 2004. Le stress et les risques psychosociaux jouent également un rôle important dans la dégradation de l'image de l'organisation. On peut prendre en exemple le coût médiatique des suicides qui se sont produits dans certaines grandes entreprises. Les candidats de bon niveau peuvent changer de point de vue sur ces entreprises. On peut alors se demander quelle sera la perte future, en termes de compétences, pour l'entreprise. Par ailleurs, la mauvaise réputation de l'entreprise a dû certainement avoir un impact sur les salariés en poste. On peut là aussi se demander quel a été l'effet sur leur motivation. La communication via les blogs et forums s'intensifie également. Les salariés n'hésitent plus à partager leur mal-être et à citer les pratiques de leur organisation. Cette information circule bien plus vite que la communication classique des entreprises. Ce phénomène de réputation s'accentue aussi avec l'apparition de classements des entreprises où il fait bon vivre. Par ailleurs, il faut rappeler que le risque juridique reste prédominant. En effet, l'employeur est obligé de prendre des mesures anticipatrices. La loi de modernisation sociale de janvier 2002 impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation doit être matérialisée par la rédaction d'un document unique répertoriant l'ensemble des risques,
identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Cette obligation concerne autant le secteur privé que le secteur public. Le fait de ne pas développer une politique de prévention expose l'employeur au risque jurisprudentiel. En effet, il est tout à fait possible de qualifier d'accident du travail le cas d'une personne victime d'un suicide ou d'une dépression. Il suffit que soit démontré le caractère de soudaineté lié à une série d'événements en lien avec le travail. Par exemple, dans le cas de Renault, la CPAM a retenu l'hypothèse d'accident du travail pour des décès liés au suicide. La Cour de cassation a récemment inclus dans la faute inexcusable le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. L'objectif est de rappeler que l'employeur a une obligation de résultat pour protéger l'intégrité physique et mentale du salarié. Ainsi, l'absentéisme ou le roulement du personnel ne sont plus les seules conséquences visibles du stress au travail. De plus en plus, l'entreprise devra faire face à des litiges et procès avec des salariés ayant le sentiment d'avoir subi les effets de risques psychosociaux, ou des organisations syndicales reprochant à l'employeur de ne pas avoir joué son rôle de prévention. 2. Stress professionnel, les acteurs en présence. 2.1 La personne et ses vulnérabilités. Toute relation d'emploi implique une adéquation entre un employeur, organisation, et un employé. Comme de nombreuses recherches l'ont souligné, certaines prédispositions personnelles contribuent au processus de stress. En effet, la recherche reconnaît le fait que certaines personnes ont une prédisposition à la pensée négative, de moindres ressources d'adaptation ou une incapacité à utiliser des stratégies efficaces d'adaptation relativement à d'autres personnes. Pour de nombreux chercheurs, le milieu du travail peut aggraver un trouble de personnalité préexistant ou accélérer sa manifestation, mais ne peut pas en être considéré comme la cause. Certaines caractéristiques de la personnalité peuvent être associées à des modifications épisodiques dans le fonctionnement personnel et professionnel, et ce indépendamment des conditions de travail courantes. Dans certains cas, le trouble de la personnalité est lui-même générateur de conditions de travail qui deviennent stressantes comme cela peut être le cas dans les conflits interpersonnels avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. Ce type de conflit peut alors être improprement désigné comme la cause de l'apparition des symptômes de stress chez l'individu. À cet égard, la recherche a constaté que parmi les individus souffrant de stress, plusieurs dimensions de la personnalité non diagnostiquée étaient susceptibles d'avoir un effet sur les difficultés interpersonnelles et professionnelles en milieu de travail, voire CHAP. 2. Les types A, B et C. Les recherches conduites par Friedman dans les années 60 et par Rosenman dans les années 70 ont montré que beaucoup de personnes atteintes de maladies cardiaques avaient pour point commun une forme d'impatience vis-à-vis des situations de la vie. Pour désigner ces personnes, Rosenman parle de profil comportemental de type A. En effet, il propose une taxonomie de caractéristiques propres à ce type de profil. Par exemple, il indique que ces individus ont un haut niveau d'aspiration sociale, d'impatience, d'hostilité et un goût prononcé pour la compétitivité et le challenge. Rosenman présente également l'existence d'un profil de type B qui est à l'opposé du type A parallèlement au type A et B. On notera également l'existence du type C. Ce type C est marqué par la difficulté de verbaliser des émotions telles que la colère, la peine ou l'hostilité. Il correspondrait davantage à un sujet faussement non anxieux. De nombreuses recherches montrent que les types A sont particulièrement exposés aux maladies cardiovasculaires tandis que les sujets de type C ont un risque supplémentaire en matière d'atteinte cancéreuse. Il a notamment été rapporté que les personnalités de type A, caractérisées par une extrême compétitivité et le challenge, étaient plus exposées au stress professionnel et plus fréquemment victimes de problèmes de santé. Dans cette situation, il faut se préserver de toute explication hâtive et étiologique de la maladie et de la santé, tant la composante multifactorielle associée à cette dernière est extrêmement complexe. L'affectivité négative. Certaines personnes ont une tendance générale à voir le mauvais côté des choses plutôt que le côté positif. Cette tendance générale est qualifiée d'affectivité négative. Elle a été identifiée par les premières recherches menées en psychologie de la personnalité.
Elle correspond à un large éventail de sentiments comme la crainte, l'hostilité, la colère, le dégoût, la culpabilité, la dépression et la détresse. L'affect négatif est donc considéré comme une disposition stable qui impacte fortement l'attitude et le comportement de la personne par rapport aux événements, à soi et aux autres, et cela indépendamment de la situation. Les chercheurs ont proposé 3 mécanismes qui sous-tendent la relation entre l'affect négatif et le stress. Ce sont une prédisposition à interpréter les situations négativement, une tendance à sélectionner l'information, qui met l'accent sur les aspects négatifs d'une situation particulière, une tendance à refuser le contrôle et l'interaction avec l'environnement. Selon certains chercheurs, les personnes avec un affect négatif élevé sont susceptibles de ressentir plus fortement le stress, même si la situation est anodine. Leur perception du stress est susceptible de persister même si les conditions de travail sont modifiées de façon importante. Ce trait de personnalité peut influencer la manière dont les personnes perçoivent leur propre bien-être. Par ailleurs, les chercheurs ont constaté que l'affect négatif pouvait expliquer une grande partie de la relation entre le stress professionnel et l'épuisement professionnel. Finalement, l'affect négatif est considéré comme un facteur important dans la compréhension du stress au travail. Contrairement à l'affect négatif et au pessimisme, la vigueur ou l'endurance psychologique, hardiness en anglais, est un terme associé à un ensemble particulier de caractéristiques de la personnalité d'individus qui semblent mieux composer avec le stress. Ces personnes croient qu'elles peuvent influencer leur environnement et sont prêtes à s'investir fortement pour changer leur vie si nécessaire. Par ailleurs, ces personnes considèrent la vie comme un défi. Une caractéristique centrale des personnes vigoureuses psychologiquement est leur capacité à percevoir les situations stressantes comme difficiles certes mais surtout non menaçantes ou non insurmontables. La recherche a montré que cette dimension individuelle modère significativement la relation contrainte-déformation chez la personne. Il est constaté que les personnes vigoureuses ont des niveaux plus élevés de satisfaction au travail, moins de plaintes somatiques, moins de dépression et d'anxiété que les personnes moins vigoureuses. Il semblerait donc que les personnes vigoureuses se donnent les moyens de contrôler les événements et les situations à risque. Elles ont tendance à voir leur situation de manière plus optimiste que les autres personnes. Elles sont donc moins susceptibles de percevoir l'existence de stress lié au travail. Le poids des représentations. Les théoriciens de la cognition considèrent que les modèles de pensée ou les représentations mentales sont susceptibles d'influer sur les expériences de stress au travail des personnes. Des chercheurs ont identifié des représentations régulières parmi les personnes qui éprouvent des difficultés à faire face aux exigences de la vie. Plus précisément, les personnes dont l'interprétation des événements est caractérisée par une surgénéralisation, un pessimisme, des opinions extrêmes ou des idées tranchées sur la situation sont les plus prédisposées au risque de stress. Ces formes de cognition sont responsables de l'apparition de la dépression et de la détresse. Les chercheurs ajoutent une dimension importante à cette recherche. Plus précisément, ces chercheurs ont identifié l'importance des schémas de pensée des personnes dans l'interprétation de leur capacité à contrôler la situation. Pour auteur, on parle de lieu de contrôle externe lorsque l'événement est perçu comme indépendant de la volonté de la personne. À l'inverse, on parle de lieu de contrôle interne si la personne considère que l'événement dépend de son propre comportement. Certaines personnes ont tendance à toujours interpréter leur situation comme étant contrôlée par des forces extérieures. Face à des événements difficiles, ce lieu de contrôle externe est lié à des résultats négatifs comme une baisse notable des performances et un stress chronique. Lorsqu'elles sont confrontées à des situations stressantes semblables, les personnes ayant un lieu de contrôle externe sont moins susceptibles que les personnes ayant un lieu de contrôle interne de croire qu'elles ont un effet significatif sur les événements. Le sentiment d'auto-efficacité personnelle de Bandura repose sur l'idée que les sujets sont capables d'autorégulation afin de modeler leur environnement physique et social. En effet, il définit l'efficacité personnelle comme un type spécifique d'attente lié aux croyances personnelles. Elle vise à faire adopter par le sujet un comportement particulier, dans le but de produire un résultat convenu.
La principale distinction entre le lieu de contrôle et le sentiment d'auto-efficacité réside dans le fait que le premier relève plutôt d'un trait de personnalité, tandis que le second fait davantage référence à la confiance que le sujet s'accorde afin d'exécuter certains comportements. Les personnes avec un lieu de contrôle interne et une efficacité personnelle sont donc plus aptes que celles ayant un lieu de contrôle externe, de prendre en charge l'événement et d'agir pour renégocier les situations de stress. Les modes d'adaptation. La façon dont les individus font face au stress est supposée avoir un impact significatif sur les effets observés, sans doute parce qu'elle permet aux personnes de réaliser un certain contrôle sur les contraintes qui pèsent sur elles. En définissant les moyens d'adaptation efficaces à la menace perçue ou coping, Lazarus et Folkman, 1984, ont identifié deux grands types de stratégies d'adaptation. Celle centrée sur la résolution de problèmes, qui est constituée par tous les plans d'action dirigés vers une modification, un évitement ou une minimalisation de l'impact du stresseur et où les activités cognitives permettent de penser que le stresseur peut être contrôlé, et celle axée sur émotion, qui consiste à atténuer ou à éliminer les émotions engendrées par un stresseur en utilisant des mécanismes comme le déni et les pensées permettant d'éviter la confrontation directe avec le stresseur. Certains chercheurs ont proposé une troisième catégorie de réactions d'adaptation, à savoir le mode d'adaptation centré sur la perception. Cette catégorie regroupe des stratégies comme la réappréciation positive, la minimisation ou la recherche de sens, et plus généralement les tentatives pour minimiser la menace associée à un problème. La recherche définit différentes sortes de modes d'adaptation. La distraction, la redéfinition de la situation, l'action directe, la catharsis, l'acceptation de la situation, la recherche de support social, la relaxation et la religion. Il faut préciser que certaines de ces stratégies d'adaptation sont plus efficaces que d'autres, les stratégies inefficaces pouvant entraîner des dysfonctionnements au niveau psychique et physique de l'individu. On peut également expliquer qu'un mode d'adaptation centré sur le problème a des effets positifs plus marqués dans le cas de situations perçues comme contrôlables, alors qu'un mode d'adaptation émotionnelle est davantage bénéfique si la situation est évaluée comme incontrôlable. Bien que les recherches sur la bonne stratégie d'adaptation demandent encore à être précisées, il est généralement admis que les habiletés d'adaptation sont un atout pour la plupart des personnes soumises au stress au travail. Néanmoins, il existe aussi certaines preuves de conséquences négatives associées à l'utilisation de stratégies d'adaptation décalées par rapport à la situation comme l'abus d'alcool, le tabac, l'isolement ou la fuite. L'insuffisance de ressources. Selon certains résultats de recherche, la facilité d'accès à des ressources personnelles ou environnementales devrait modérer le stress en encourageant les personnes concernées à interpréter positivement leur situation et à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation efficaces. Cette approche suggère que les ressources sont susceptibles de réduire les pathologies liées au stress et les protéger de ses effets délétères. Ainsi, les personnes ayant des niveaux élevés de ressources développent des réactions moins intenses au stress ou réduisent plus rapidement l'impact négatif du stress que celles disposant de moins de ressources. Les ressources personnelles ont été définies comme des caractéristiques relativement stables, qui permettent à certaines personnes de mieux résister aux effets négatifs du stress et de s'ajuster avec moins d'efforts aux situations difficiles à vivre. Bien que la littérature sur le stress abonde d'études démontrant l'effet bénéfique des ressources personnelles sur le bien-être, la ressource la plus fréquemment citée est l'estime de soi. L'estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. Les personnes qui ont des croyances positives sur elles-mêmes et sur leurs capacités sont plus susceptibles d'obtenir des résultats positifs suite à un événement de vie stressant que les personnes qui ont des croyances négatives. Plusieurs chercheurs ont avancé l'idée qu'une estime de soi élevée protège les personnes contre les menaces associées aux événements stressants, parce qu'elles sont plus aptes à solliciter des informations sur elles-mêmes et sur leur situation. En plus des ressources personnelles, certains aspects de l'environnement sont susceptibles de représenter de précieuses ressources pour faire face à des événements majeurs de la vie. De ce point de vue, un vaste corpus de recherche a révélé l'importance du rôle du soutien social en matière de stress et de bien-être.
Le soutien social est souvent défini comme le résultat de l'intégration de l'individu dans différents réseaux qui lui fournissent un appui cognitif, normatif, affectif et matériel. Le soutien social complète les efforts d'adaptation, et ce qu'il soit centré sur les émotions, les problèmes ou les perceptions. En effet, la recherche a constaté 3 types de soutien social, à savoir l'assistance pratique, instrumentale, l'appui affectif, émotionnel et l'apport informationnel, cognitif. Une autre ressource, souvent mentionnée dans la littérature sur le stress, est la situation financière des personnes. Pour un grand nombre de chercheurs, la situation financière est souvent considérée comme une cause ou une conséquence du stress, mais elle est rarement examinée comme une ressource. À cet égard, la recherche souligne que les contraintes financières sont un prédicteur important de la détresse émotionnelle, même lorsque les effets des ressources personnelles sont maintenus constants. De même, il a été constaté que l'adaptation psychologique est significativement liée à l'indépendance économique perçue. Le conflit travail-famille. Famille et travail sont étroitement liés et interdépendants, dans la mesure où les expériences dans une zone peuvent nuire à la qualité de vie dans l'autre. La famille est une partie intégrante de la relation d'emploi, et lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accepte automatiquement le statut et les obligations familiales de la personne retenue. Néanmoins, les exigences liées à la famille et à la situation financière sont une source importante de stress extra-organisationnel qui peuvent compliquer, voire précipiter le stress au travail. Les influences extra-organisationnelles et intra-organisationnelles sur le processus de stress au travail sont pratiquement indiscernables et conduisent souvent à des problèmes importants dans l'analyse et la gestion du stress au travail. L'apparition de facteurs de stress au travail, soit immédiatement après une période de stress chronique à la maison ou en conjonction avec d'autres facteurs de stress majeurs de la vie personnelle, est susceptible d'avoir un impact marqué sur les résultats constatés, vraisemblablement en appauvrissant le niveau des ressources que la personne peut consacrer à un événement stressant lié au travail. Ainsi, un meilleur ajustement peut être anticipé lorsque le stress au travail se produit de manière isolée, que lorsqu'il se produit en conjonction avec d'autres facteurs de stress extra-organisationnels. 2.2 L'organisation et ses pathologies. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la vulnérabilité de la personne et pointer facilement du doigt la responsabilité des salariés, il est indispensable de comprendre les exigences liées au travail dans les organisations. Bien que les vulnérabilités personnelles soient reconnues comme un facteur prédictif important dans la compréhension du processus de stress au travail, il est également important de noter que les salariés apportent personnellement différentes compétences à l'organisation. Si l'on considère que le succès d'une organisation dépend souvent de la diversité des personnalités, l'élimination des vulnérabilités du lieu de travail n'est ni possible, ni souhaitable. En effet, la population active change et l'intégration sur le marché du travail de personnes vulnérables, par exemple, ceux qui ont des maladies psychiatriques ou une déficience, ceux qui sont sans soutien social ou ceux qui disposent de peu de ressources financières, est un acquis du droit à l'égalité et à la dignité humaine. Les employeurs ne peuvent donc pas éviter la vulnérabilité. Les stratégies de gestion du risque qui mettent l'accent sur l'exclusion des personnes vulnérables sont soumises à des erreurs d'identification qui peuvent se révéler coûteuses pour l'individu et l'organisation, mais surtout pour la société. Pour certains chercheurs, les facteurs organisationnels du stress au travail peuvent être moins stables que les traits de personnalité, et donc plus ouverts à l'intervention pour les employeurs et les salariés. Les facteurs de stress liés à l'emploi fréquemment évoqués sont relatifs à la charge de travail, aux mauvaises conditions de travail, à la pression du temps, à l'ambiguïté des rôles, aux conflits au travail et aux exigences émotionnelles du travail, voire CHAP. 1. La charge de travail. La charge de travail est souvent décrite en termes quantitatifs et peut être considérée comme excessive, lorsque le volume de travail dépasse la capacité de la personne à répondre aux exigences sur une période de temps déterminée. En termes qualitatifs, une charge de travail excessive signifie que les exigences du travail dépassent les compétences, les aptitudes et les connaissances de la personne. Plusieurs études ont mis en évidence les conséquences négatives de charges de travail élevées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.